Bienvenue dans Le Son de Victoire, le podcast des réussites professionnelles au féminin. Je suis Amélie Dague et j'anime ce podcast avec ma complice Perrine Corvézier que vous pouvez entendre sur d'autres épisodes. Notre ambition, c'est de vous proposer des témoignages de femmes dont le parcours professionnel nous inspire et d'experts ou d'expertes du sujet de la mixité au travail. Je laisse tout de suite la place à l'invité de cet épisode. C'est pas aussi binaire, je dirais. De toute façon, c'est pas si j'avais été un homme, c'était plus simple. Donc c'est pas binaire, mais il y a forcément pour moi un impact. C'est-à-dire que déjà au niveau du salaire, par exemple, j'ai appris dès le début que j'étais payée moins que mes collègues, par exemple. J'ai réussi à rattraper cet écart. Mais plus moi je le rattrapais, et plus quand je discutais avec d'autres femmes de mon entreprise, et d'ailleurs dans toute ma carrière, plus j'arrivais à défaire cet écart avec les hommes, et plus je constatais que je le creusais avec les femmes. Et que je disais aux filles, ne vous laissez pas faire. Après plusieurs années de conseil en entreprise, Aurélie a choisi de laisser parler sa créativité et d'aider les entreprises à libérer celles de leurs collaborateurs à travers La Survoltée, la société qu'elle était en train de créer quand nous avons réalisé cette interview. En 2021, elle a publié La Vénus se rebelle, son premier ouvrage, dans lequel elle raconte et analyse avec une grande finesse et beaucoup d'humour les réactions de son entourage à ce geste personnel qui aurait dû rester anodin, celui de se raser la tête juste parce qu'elle en avait envie. Dans la conversation que vous allez entendre, Aurélie nous parle de son expérience en entreprise en tant que femme, de confiance en soi, de la façon dont cette confiance se gagne et de ce que l'on peut en faire ensuite. Je vous souhaite une belle rencontre avec Aurélie et une bonne écoute. Bonjour Aurélie. Bonjour Amélie. Je suis ravie que tu aies accepté mon invitation dans ce podcast. Pas autant que moi, je crois. Je suis vraiment très, très, très contente de pouvoir parler de victoire avec toi et de son de victoire. Aurélie, est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais petite ? Comme tous les enfants, je pense que j'ai eu plusieurs phases. À un moment, je voulais être vétérinaire. Et quand j'ai compris qu'il fallait faire 10 ans d'études ou presque, ça m'a déprimée, donc j'ai dit non. J'ai voulu être maîtresse d'école. Et puis finalement, je me suis arrêtée sur femme d'affaires. C'était pas défini. Mais en fait, très jeune déjà, j'ai dit à ma mère que je voulais être femme d'affaires et que je voulais porter des tailleurs. Ah, je comprends mieux. Et finalement, je me suis arrêtée sur femme d'affaires. Ça avait une sonorité de pouvoir et de puissance qui me déplaisait pas. Et ouais, je me souviens que voilà, femme d'affaires. Il y a eu un moment aussi, je voulais être femme politique. Voilà, comme beaucoup d'enfants, je pense que je me suis autorisée à rêver à plein de choses. Et les études ont fait que finalement, j'ai pas voulu me fermer de porte. Je me suis dit, je veux pouvoir jusqu'au bout décider de faire le plus possible de choses. Bon, vétérinaire, c'était raté, définitivement. Mais j'ai eu du mal à me décider. C'est-à-dire que plus j'avançais dans les études et plus je voulais absolument ne pas choisir. Et aujourd'hui, quand on te demande ce que tu fais, aujourd'hui, là, à l'été 2021, qu'est-ce que tu réponds ? Alors, je dis que j'ai plusieurs activités. Déjà que je suis autrice, donc j'écris beaucoup. Je me sens artiste dans les actes et dans l'âme. Donc je travaille des projets artistiques débutants, certes, mais des projets artistiques. Et je travaille à ma structure pour développer la créativité dans les entreprises. Très bien, on va revenir là-dessus. Et tu n'as pas toujours fait ça, car effectivement, tu as été femme d'affaires, quelque part. J'étais femme d'affaires. Donc raconte-nous. Tu as fait une école de commerce ? Oui, je fais une école de commerce. Et en sortie de ça, je souhaite être consultante. Pas en audit. Je voulais pas faire d'audit, mais je voulais déjà être consultante en gestion de projet.
Et je postule, à l'époque j'habitais à Rouen, et je postule dans un cabinet qui m'a l'air formidable. Enfin, je suis vraiment alignée sur le positionnement client, la diversité des missions, et je fais tous les entretiens. Et au bout du 4e entretien, ils m'envoient un courrier pour me dire bah non. Et j'essaie d'avoir une explication, je les appelle, parce que j'estime que quand on est allé au bout des 4 entretiens, on a quand même droit à une réponse personnalisée sur le refus, n'est-ce pas ? Tu m'étonnes. Mais il faut croire que l'honnêteté dans les recrutements, en fonction des sociétés, c'est pas toujours ça. Et donc j'ai insisté pour savoir quelles étaient les raisons. On n'a pas voulu me répondre. Et j'ai été extrêmement impactée par ce premier refus. Et donc après l'école de commerce, alors que j'étais à Rouen, donc je me suis dit, je pense que le fait de ne pas habiter Paris est un frein à mon recrutement à Paris. Et même s'ils ne l'ont pas dit, je dis, je comprends pas, j'ai fait 4 entretiens, tout s'est très bien passé, et là au dernier moment, non. Ok. Même si je peux concevoir que je me suis plantée au dernier entretien, ce qui est tout à fait possible et entendable. Mais ça m'a suffisamment déstabilisée pour que j'arrête de postuler. Et j'ai continué à travailler à Rouen. Alors j'ai fait différents métiers. Donc j'étais en apprentissage quand j'étais en école de commerce. Donc j'ai continué à travailler là où j'étais apprentie, mais dans un autre métier. Donc c'est bien parce que je suis très curieuse et je pense que ça m'a aidé aussi à me dire que parfois on peut faire des choix et que c'est pas grave. Il faut se décider à un moment. Mais du coup j'ai travaillé en logistique, en supply chain. J'ai ensuite été commerciale responsable de secteur dans l'industrie agroalimentaire pendant 1 an. Et là, je sens bien que c'est toujours pas ma place. Je cherche. Et il m'a fallu du temps pour me dire non, c'est consultante que tu veux être. Donc je recommence à postuler quelques années après avoir eu différentes expériences, différents métiers où je me suis pas retrouvée, où j'étais très contente d'essayer. Je prenais le challenge, je réussissais tout. Je suis arrivée dans un secteur en perdition, je fais remonter les chiffres. Mais voilà, c'était un métier extrêmement dur, lever 4 heures du matin, parcourir la Normandie en voiture seule toute la journée pour aller expliquer les nouveaux produits aux chefs de rayon. C'était usant en fait. Et donc je me suis dit non, il faut que tu reviennes à la première idée, consultante. Et j'ai repostulé, et cette fois-ci, mon mari a réussi à être muté, lui, à Paris. Donc du coup, on a pu déménager. Et là, bizarrement, je ne sais pas si c'est très lié ou quoi, mais j'ai pu trouver des postes dans le conseil. Ça a été plus simple. Donc je suis passée par un premier cabinet où je suis restée 6 mois et où là on n'était pas forcément en accord sur la façon de fonctionner. Et un second cabinet où là effectivement je suis restée pendant 7 ans et où je me suis beaucoup plu, où j'ai eu énormément de missions, où je suis arrivée consultante junior et puis j'ai fait mon bonhomme de chemin jusqu'à manager au sein de ce cabinet. Et puis, en 2021, en mai, je crois, tu sors un livre qui s'appelle La Vénus se rebelle. Évidemment que je recommande à tous nos auditeurs, que moi j'ai adoré, vraiment que j'ai lu à sa sortie et que j'ai adoré, qui raconte, alors je vais l'expliquer avec mes mots, tu me dis si c'est fidèle à la réalité, qui raconte un épisode de ta vie, qui t'est vraiment arrivé, qui aurait dû être anodin et qui en fait qui a entraîné quelque part une avalanche de conséquences ou de réactions de la part de ton entourage que tu ne soupçonnais pas et que tu as eu besoin, et on comprend pourquoi, de raconter. Et ce choix ou cet événement, c'est la décision que tu as prise par pur choix, voilà, sans raison apparente si ce n'est ton désir à toi, de te raser le crâne, de te raser la tête, voilà. Et donc cet épisode en soi est déjà exceptionnel quelque part, même s'il n'aurait pas dû l'être, mais surtout l'analyse et le récit que tu en fais, moi je trouve que c'est, j'ai envie, en parlant, j'ai envie de le relire, quoi, parce que je trouve que sérieusement,
la finesse de ton analyse, le recul que tu réussis à avoir sur un truc qui t'a évidemment touché, parce qu'il y a des trucs qui sont pas drôles dans ce que tu as vécu ou dans ce que tu racontes, quoi. Il y en a des drôles, heureusement, et puis il y en a des moins marrants. Voilà, il faut quand même avoir je trouve une certaine force, tu vois, une certaine assise pour pouvoir le raconter, se raconter et en sortir quelque chose de positif, quoi, qui est ce qu'on retient quand même de ce livre, à la couverture rose, à l'écriture, au titre jaune, etc. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment, de consultante, on devient autrice, artiste qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je pense que je commence à admettre qu'en fait, tu vois, c'est étonnant parce que ça fait écho au début de notre conversation. Quand j'étais petite, je voulais faire plein de métiers. Et je commence à admettre, les raisons qui m'ont poussée vers le conseil étaient que j'avais l'impression que c'était un métier où on pouvait faire plein de métiers. Parce que les missions étaient différentes, les clients étaient différents, et ça me donnait le sentiment de choisir une vie où j'avais plein de métiers différents. Et je commence à accepter qu'en fait, c'est un moteur pour moi. Et ça n'est plus un point de blocage, parce que ça l'a été longtemps d'accepter ça et de devoir justifier auprès des recruteurs. Oui, mais je comprends pas, vous avez fait de la logistique, vous avez fait responsable de secteur, vous avez fait ça, maintenant vous voulez faire du conseil, puis là vous êtes autrice. Oui, et bien justement, en fait, c'est ce qui me motive, j'aime changer et j'aime explorer en fait différentes voies, différents métiers, différentes façons de faire. J'ai une curiosité qui me pousse à chaque fois à adorer me confronter à une nouveauté. Et au bout de 7 ans, je touchais du doigt qu'il fallait que je passe à autre chose, sans trop savoir cette autre chose. Et ça faisait déjà plusieurs mois que l'idée d'écrire cette histoire était présente, sans que que je sache comment la mettre en œuvre. Et à l'occasion d'un bilan de compétences qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est ressorti en fait. Donc j'ai fait le point sur ce que j'aimais faire et ce qui était ma motivation. Et effectivement, la créativité est ressortie de façon très très importante. Et ce qui est très lié aussi à la curiosité et l'envie de faire différentes choses. Et c'est là que donc les pièces du puzzle commencent à s'assembler. J'adore aussi les puzzles. Et malgré tout, il m'a fallu quand même un certain temps avant de l'intégrer et de l'accepter. Et en fait, j'ai essayé. Je me suis dit, mais cette histoire, elle trotte dans ma tête depuis un certain temps. Je n'ai jamais écrit. Est-ce que je peux démarrer? Comment je démarre? Qu'est-ce que je fais? Et j'ai essayé, en fait, j'ai fait un test. Au début, ça devait être un blog uniquement, sous forme d'articles, parce que ça me paraissait une forme suffisamment courte pour que, sachant que je n'ai jamais écrit, je me suis dit on va pas écrire un livre tout de suite, ça marche pas comme ça. Et puis en fait, chemin faisant, en écrivant dans mes carnets, parce que j'ai pas écrit sur ordinateur, je me suis dit, plus j'écrivais, plus je me suis dit non, mais en fait je vais écrire un livre. Et au bout de quelques essais d'articles, de continuité, et puis la magie aussi de l'écriture, c'est-à-dire que quand je commençais à écrire, il y a d'autres idées qui me venaient, et plus j'écrivais, plus je me dis ah mais j'ai encore des choses à dire. Ah puis il y a cette histoire aussi qui me revient. Ah et puis il y a ça. Et puis au bout d'un moment, j'ai pris confiance et je me suis dit non, un blog c'est pas assez ambitieux. Je veux un livre. Et du coup, au bout d'un moment, je me dis ce sera un livre. Et donc je décide de partir de mon entreprise, de quitter mon travail parce que intellectuellement, c'est un exercice qui nécessitait pour moi une rupture. Je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Je ne voulais pas et je ne me sentais pas capable. J'avais besoin d'un temps. On est vraiment sur une temporalité extrêmement différente par rapport à femme d'affaires ou consultante. Ça apprend la patience. Et j'avais vraiment besoin de prendre ce temps pour faire émerger l'histoire et dans son intégralité, et trouver les mots justes, prendre le temps de d'écrire, de réécrire, de relire, de réécrire.
Donc j'ai quitté mon travail et 1 an et demi plus tard, je pose le point final sur cette histoire. Et tu réussis à le faire publier, parce que faire publier son premier bouquin, en plus en pleine pandémie, déjà la pandémie avait commencé, j'imagine, quand tu as commencé à te faire repérer par un éditeur. Tout à fait. En fait, on était... et d'ailleurs, ça a été terrible pour moi parce que j'avais fait 80% du job quand on arrive en crise Covid. Alors moi, ça a été un gouffre pour moi parce que j'avais mis en place des routines où j'allais à l'extérieur pour écrire, etc. Et là, du jour au lendemain, je peux plus. Donc ça a été extrêmement dur. Donc certains, ça les a ouverts à leur créativité. Moi, ça m'a complètement fermée. Et donc pendant ce temps-là, j'entendais, parce que du coup, j'ai mis un temps avant de pouvoir retrouver un rythme avec cette nouvelle configuration. Et j'entendais les maisons d'édition reçoivent des manuscrits, les gens écrivent, et là je me dis oh là 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 là. Pourquoi moi? Dépêche-toi de terminer parce que tu vas arriver au moment où les éditeurs vont être débordés de manuscrits. Donc là pour le coup j'ai dit bon, dernière ligne droite, allez, on se dépêche. Sachant que j'ai fait aussi relire à des personnes, extérieures, donc là aussi ça prend du temps. Et donc je me suis dépêchée, et donc on est en juin, et là je me dis ah là là, ça va être la cata, ils vont être submergés. Et donc j'ai envoyé mon manuscrit à 14 maisons d'édition, et j'ai eu 2 propositions. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que je reçois encore des lettres de refus aujourd'hui. Bon, elles sont bien saturées alors, les maisons d'édition. Exactement. En fait, c'est là, parce que du coup, c'est là, c'est pour ça que je dis que c'est une autre temporalité. Vraiment, c'est un secteur où le temps n'a pas du tout la même notion que dans le business et dans le conseil, en banque où j'ai travaillé longtemps, dans le secteur bancaire. Voilà, quand on parle de gestion de projets éditoriaux, et c'est d'autres temporalités. Ouais. Et en fait, pour l'anecdote, parce qu'elle est croustillante et elle fait une belle histoire. Donc j'ai envoyé, en fait, début juin, je prends suffisamment confiance parce que c'est un projet que j'ai gardé pas secret, mais sur lequel je m'étendais pas trop. Parce que c'est vrai que, à très juste titre, les gens sont curieux, mais sauf que moi, je savais pas jusqu'à quel point j'étais capable de terminer. Donc je voulais pas dire ouais, j'ai écrit un livre, ah bon, mais il sort quand, ah mais c'est génial. Et puis dire bah je l'ai pas fini, ou comme c'est un premier, j'avais pas forcément envie de me confronter à des réactions qui me feraient douter et qui me viendraient me titiller, mais dans le mauvais sens. Ah oui, mais ah mais bon, mais t'as jamais écrit de livre, mais comment tu sais? Mais là t'es en train de faire pendant 1 an, là t'écris quelque chose, tu sais pas si tu vas être publié, mais et je voulais pas de ça, parce que justement j'avais réglé le problème avec moi-même. Euh, C'était déjà assez compliqué de se dire je vais être en tunnel pendant 1 an et je vais pas savoir ce qui va se passer après. Mais je prends le pari. Donc à partir de là, je me suis dit l'histoire, le contenu, etc. Ça reste avec le moins de monde possible. Parce que c'est compliqué pendant 1 an de se dire on a tout lâché pour tenter, et si ça marche pas, ça va déjà être compliqué à accepter pour soi, pour qu'ensuite les autres ne te disent pas ah ouais mais t'aurais pas dû, ou mais t'as essayé mais c'est pas grave. J'avais pas envie de ça, donc je l'ai gardé assez secret. Et sauf que quand je l'ai terminé, en fait, je me sentais prête à pitcher, à parler. À partir d'un moment, en fait, je me suis sentie les épaules et je me suis sentie légitime. Quand on me posait la question, qu'est-ce que tu fais? J'ai écrit un livre. Ça y est, là je peux le dire. Là je me sens prête. Et même si je suis pas éditée, maintenant je peux en parler. Parce que j'estime que j'ai quand même été jusqu'au bout. Et puis mes amis, enfin les quelques personnes qui étaient au courant me disent mais tu te rends pas compte, t'as écrit un livre. Et je dis oui mais il est pas édité, donc mais si, t'as écrit un livre. Et à partir de là, en fait, un jour on discutait. Donc je suis myope pour tes auditeurs. Donc, je vais très régulièrement chez mon opticien. Et ce jour-là, donc je vais chez le même depuis plusieurs années, et on discute. Hein, forcément, on noue des relations avec les personnes qu'on côtoie régulièrement. Et puis elle évoque qu'elle est en train de passer
son diplôme et que donc cette personne est en train d'écrire son mémoire de fin d'études. Et je lui dis, oh, c'est rigolo, moi j'ai écrit un livre. Je vois très bien, parce qu'elle me dit, mais c'est compliqué et tout. Je comprends tout à fait. C'est pas évident comme processus. Et elle me fait, ah bon? Donc la curiosité, de quel sujet, etc. Et quand je lui explique le sujet, elle me dit, mais c'est génial. Je trouve l'histoire formidable. J'ai une amie dans l'édition, je lui en parle. Et donc, elle lui envoie un mail. Elle me dit, envoyez-moi le manuscrit et la lettre d'intention. Je lui transfère. Et cette maison d'édition est aujourd'hui celle qui m'édite. Et mais je précise que c'est pas uniquement ce lien, parce que j'ai eu une autre proposition alors que on ne se connaissait pas du tout avec une autre maison d'édition. Après, c'est les rendez-vous, les rencontres, les discussions. Mais ce que je veux dire, c'est que il est possible d'envoyer un manuscrit et d'être inconnu et de ne pas avoir. Je veux pas laisser penser que j'ai eu un passe-droit sous prétexte qu'il a été glissé par une personne connue, etc. Ça m'a pas du tout d'ailleurs été expliqué enfin, ça n'a pas été une raison. Très bien. On va revenir sur ton actualité, les projets que tu as évoqués en début de conversation. J'aimerais te poser la question que l'on pose à toutes nos invités. Tu as eu plein de métiers, tu nous l'as dit, tu as travaillé dans des contextes très différents. Aujourd'hui, là, si je te demande quelle est la réussite professionnelle dont tu es la plus fière, qu'est-ce que tu me réponds? Je dirais que c'est plus une continuité qu'un acte en tant que tel, mais ça peut se traduire par un événement. C'est la confiance que j'ai gagnée en fait avec le temps. C'est par exemple le jour où j'ai réussi à négocier un salaire. Je me souviens de cette négociation salariale où j'avais l'impression d'avoir vraiment progressé en termes de factualisation de mes réussites, de détachement émotionnel et de comprendre dans quel monde on jouait et de ne pas me laisser faire. C'est-à-dire que là où je me sentais pas les épaules et que chaque argument en fait m'enfonçait et je me dis ouais, il a raison. Et non, là je me suis pas laissé faire et de faire valoir ce que j'apportais à l'entreprise. D'ailleurs, j'avais été super bien coachée par un de mes référents de l'époque. Je m'en souviendrai toujours, qui m'a montré que j'avais pas encore trouvé une femme qui me montrait à ce point-là qu'il faut rien lâcher. Mais pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est-à-dire que tu fais des choses, tu peux y prétendre. Et c'est pas, tu ne fais pas l'aumône. Tu ne demandes pas pour demander. Tu exposes tes arguments et c'est cette progression en fait de dire que au fur et à mesure de ma carrière, j'étais jeune, je voulais absolument tout bien faire, je voulais plaire, je voulais démontrer que j'étais capable, etc. À avoir une posture et une assise qui a vraiment progressé. Savoir refuser, avoir la confiance de dire oui, ça, j'ai dépassé l'attendu ou j'ai fait ce que tu m'as demandé pour telle et telle raison, donc ça mérite ça. Ça, je pense que c'est une fierté parce que pendant longtemps, dans le début de ma carrière, ça m'a poussé, en fait, ça m'a porté à progresser et à réussir jusqu'à ce pendant qui est que non, en fait, j'ai flirté avec la ligne rouge de ça peut être destructeur. Parce que à force de vouloir tellement bien faire, tellement que ce soit parfait, et que le simple fait qu'on te dise bah non là, c'est dommage, t'aurais dû faire comme ci, t'aurais dû faire comme ça, à quelque chose près. Non, en fait, je me défonce vraiment et qu'on me laisse pas douter de ce que j'ai apporté, de ce que j'ai pu faire. Et cette progression dans ma confiance en moi et dans mon audace de faire dans mes métiers, c'est aujourd'hui quelque chose qui me porte bien plus qu'à l'époque. Parce que justement, j'ai fait la part des choses entre je le fais pour faire plaisir,
je le fais pour qu'on trouve que c'est bien, bravo, et qu'on m'applaudisse, versus non, je le fais parce que j'ai quelque chose à apporter, je suis solide dans ce que je propose, et, euh, et ça mérite, ou ça vaut tel ou tel salaire, ou telle promotion, ou telle... Comment as-tu acquis cette confiance en toi? Tu as parlé de cette personne qui t'a coaché en début de carrière. J'ai bien compris que le temps avait fait son effet aussi. Qu'est-ce que tu es allé chercher en toi pour te dire à un moment, non mais attendez, là, j'ai droit à tout ça, là? Les expériences, et c'est terrible à dire, mais c'est toujours dans les moments de difficulté qu'on finalement on réussit à tirer du positif, et c'est vrai que par exemple dans des missions difficiles où il a fallu négocier, batailler, expliquer, où il y a eu des moments de difficulté, de dire j'ai traversé ça. Les personnes effectivement que j'ai rencontrées, euh, les coachings, les discussions avec d'autres collègues, le fait de pas rester seul, parce que du coup quand on n'a pas de retour sur son... En plus, en tant que consultante, je gère mes missions. Enfin, si je parle pas à un référent, ou si j'explique pas à un manager, ou j'ai pas de retour sur ce que je fais, sur comment j'ai géré la situation, etc. Je suis un peu seule avec moi-même. Donc, le fait de parler beaucoup avec mes référents, c'est vrai que je pense à mon référent, mais il a été dans les dernières années d'une grande... Ouais, c'était un bon coach. C'était un bon coach parce que vraiment, il m'a démontré que je faisais des choses, comment les faire, comment analyser, comment tirer parti de certaines situations, comment les enjeux politiques, etc. Et puis les expériences, c'est-à-dire les essais ratés, qui t'amènent à te dire j'ai essayé, donc je réajuste. Et je prends un exemple, les rendez-vous commerciaux, c'était extrêmement compliqué pour moi. J'avais l'impression de demander quelque chose, hein, et un peu comme le salaire. Alors que justement, à force d'en faire, je me suis dit, mais c'est génial en fait. On rencontre des personnes, chacun parle de son domaine, ça match ou ça match pas, peut-être qu'on peut en tirer quelque chose, mais et du coup, non, voilà, c'est les expérimentations, les rencontres avec les bonnes personnes qui m'ont fait progresser, et puis oui, les expériences face à ce qui nous fait peur, parce que finalement, quand on se rend compte que j'y vais mais j'ai peur, et puis ça se passe pas si mal, et bien du coup, j'en ai tiré des grands enseignements. Est-ce que, c'est une question difficile que je vais te poser là, mais est-ce que le fait d'être une femme a eu un rôle dans ce succès-là que tu racontes? Enfin, en gros, posé différemment, est-ce que si tu avais été un homme, tu penses que cette confiance en toi, tu l'aurais eu plus tôt? Est-ce que tu aurais appréhendé les rendez-vous commerciaux différemment? Est-ce que tu aurais été coachée différemment? Pour le coup, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc c'est une question difficile, mais je peux pas nier en fait qu'elle ait un rapport. Pourquoi? Parce que justement dans le livre que j'ai écrit, j'explique que il y a certaines choses et certains contextes dans lesquels on est habitué d'évoluer qui participent à un état d'esprit. Et, euh, et je suis convaincue que le fait d'être dans des milieux très masculins où quand on veut progresser, il faut jouer des coudes, mais d'ailleurs comme les hommes, hein, je veux dire, justement, en discutant avec eux, eux aussi doivent jouer des coudes. Donc, mais c'est différent, c'est-à-dire que c'est pas aussi binaire, je dirais. De toute façon, c'est pas si j'avais été un homme, c'était plus simple, et donc c'est pas binaire, mais il y a forcément pour moi un impact. C'est-à-dire que déjà au niveau du salaire, par exemple, j'ai appris dès le début que j'étais payée moins que mes collègues, par exemple. J'ai réussi à rattraper cet écart, mais plus moi je le rattrapais, et plus quand je discutais avec d'autres femmes de mon entreprise, et d'ailleurs dans toute ma carrière, enfin, modeste carrière jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai 34 ans, je l'ai pas dit, mais
Et c'était la question de la fin, c'était le clou du spectacle, voilà. tant pis. Ah mince, ça aurait dû être dans ma longue carrière de même pas 10 ans. Donc c'est pour ça que je le précise. Plus j'arrivais à défaire cet écart avec les hommes et plus je constatais que je le creusais avec les femmes. Et que je disais aux filles, ne vous laissez pas faire. Il y a un écart. Soyez-en conscientes. Et c'est pas évident, en fait. Parce que justement, c'est ce que je t'expliquais. Il faut accepter de devoir pas justifier, mais expliquer en négociation que tu as fait des choses. Et en fait, quand je discutais avec bon nombre d'entre elles, j'avais déjà lu ça d'ailleurs quelque part, c'est-à-dire que nous, on a tendance à dire j'ai prouvé, je l'ai fait, donc je mérite. Alors que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut aller le dire, il faut se promouvoir, il faut expliquer, faire savoir, et ça plus que jamais, en tout cas dans le milieu où j'étais, il faut le dire. En fait, il faut dire que j'ai fait ça et t'as vu ce que j'ai fait. Il faut se mettre en avant sans vouloir forcément tirer la couverture, mais c'est pas évident en fait de tout le temps claironner et de dire t'as vu ce que j'ai fait, oh t'as vu j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il faut se montrer et on n'a pas forcément envie de ça, de dire attends j'ai fait le job, j'ai fait plus qu'attendu, c'est bon je devrais avoir. Non, il faut encore faire autre chose. Et ça quand j'en discute, je pense qu'il y en a plein en fait elles ont pas envie, dans le sens où il faut se battre, je trouve des fois. Je pense qu'il y en a, elles avaient juste pas envie de prendre les armes. Et peut-on leur reprocher ? Je pense pas. Et c'est vrai que c'est contraire à tout ce qu'on nous a appris depuis petite, c'est-à-dire si tu fais bien, tu auras. Enfin, moi, j'ai vraiment été élevée dans cette travaille bien à l'école, travaille bien et tu vas obtenir en fait. C'était vraiment le travail par la méritocratie et non, en fait, travailler bien, ça ne suffit pas. Il faut faire plus encore, il faut aller voir, il faut taper aux portes. Et c'est pas ce qu'on nous a appris. Et surtout, il faut à la fois, c'est ça en fait qui est très difficile à gérer, je trouve, quand tu es une femme, c'est-à-dire que il y a tout un tas de choses contradictoires auxquelles on est confronté. Il y a eu une très belle campagne londonienne, je crois, enfin au UK, qui a été fait en 2020, je crois, qui mettait en avant toutes les contradictions auxquelles on était confronté. C'est maquille-toi mais pas trop. Faut être belle mais pas trop parce qu'après ça vire vulgaire. Il faut faire ci mais pas trop. Et ben dans le monde de l'entreprise c'est pareil. Faut se faire voir mais attention si tu te fais trop voir ça va mal passer. Donc on est toujours en train de jouer avec ces contradictions permanentes de se dire il faut se montrer mais pas trop. Il faut faire ci mais pas trop. Si tu en fais trop tu seras mal perçu et ainsi de suite. Et ça, c'est extrêmement compliqué à gérer, à naviguer, je trouve, dans cet environnement où plein de paradoxes, où il faut en faire, mais pas trop. Et au-delà de l'aspect salarial que tu as évoqué et que tu as contourné d'ailleurs, bravo, parce que tout le monde n'y réussit pas, est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés dans ta vie professionnelle jusqu'à présent, du fait que tu es une femme ? Comme tout le monde, je pense, j'ai eu des difficultés. Mais je pense que c'est juste une façon de plutôt un caractère. Je sais pas si c'est propre à mon genre. Mais oui, des difficultés, j'en ai eu plein. Mais là aussi, je pense que c'était lié à mon manque de confiance et à mon manque d'assertivité par rapport à une situation. Où je me suis, à plusieurs reprises, alors que là, pour le coup, à 2 reprises, une fois c'était un homme et une fois c'était une femme, littéralement, c'était dans 2 situations en réunion où je me faisais verbalement piétiner. Mais vraiment, enfin, un paillasson. Et où on m'a dit des choses, mais très violentes. Sur ta façon d'être ou ce que tu avais fait ? Sur mon inutilité par rapport à la situation, sur mon manque de compétences. Et là, en fait, je sais pas si c'est lié à mon genre, mais c'est lié au fait que justement je manquais de certitude. On peut être en désaccord, mais tu n'as pas à me parler comme ça. Et d'avoir vécu ça aujourd'hui, ça m'a permis de me dire, il y a des limites en fait qu'on a franchies dans un cadre professionnel avec moi, qu'aujourd'hui je ne laisserai plus
personne franchir. Parce que ça m'est arrivé et parce que je sais qu'aujourd'hui, tellement sous le choc de se prendre un uppercut comme ça en réunion, littéralement, tu es un paillasson. Déjà, on est sous le choc. Et de dire, alors, on peut avoir tous les désaccords du monde sur le livrable qu'on est en train de discuter, sur ton désaccord et le fait que ça ne convienne pas par rapport à ta demande, mais il y a un respect mutuel à avoir dans cette situation qui fait que présentement, là, je n'accepte pas que tu me parles de cette manière. Enfin, ou vous d'ailleurs. Alors, sur le moment, c'est une sacrée claque, mais qui du coup, quand on se relève et qu'on réfléchit et qu'on se dit, on respire et qu'on se dit non, je ne suis pas responsable de la situation, ça permet ensuite de se relever et de dire il faut apprendre à poser des limites. Et pour ça, il faut aussi avoir confiance, il faut être solide. Enfin, il faut avoir sa garde. Et là, j'ai fait de la boxe, donc du coup, je trouve que c'est vraiment ça, c'est de se dire il faut avoir confiance, il faut être solide en soi et ancré pour se dire ça m'est arrivé, mais ça ne remet pas en cause ce que je suis capable de faire. Et ça, je pense que à force de se prendre des coups, on peut douter. On peut se dire ben non, en fait, c'est moi qui suis pas au niveau, c'est moi qui suis pas suffisamment forte, c'est moi qui suis pas. Et ça, je pense que ça, pour le coup, c'est très féminin. Et c'est pour ça que tu l'as très bien. Enfin, je trouve que tu t'es bien approprié et j'ai beaucoup aimé la façon dont tu as parlé de mon livre parce que finalement, l'événement qui m'est arrivé on peut le remplacer par plein de choses. Ça peut être se raser la tête, mais ça peut vivre un événement où finalement on est en permanence jugé et en permanence en train d'être bousculé dans qui on est, dans ses choix, dans ce qu'on sait faire, pas faire. Et comment on affronte ça, comment on traverse ce processus et comment on prend confiance en soi dans une situation. Et à l'inverse, du coup, j'ai envie de te poser la question, est-ce que, là aussi difficile, hein, mais est-ce que le fait d'être une femme a pu présenter des avantages pour toi dans, je sais pas, certains moments de ta vie professionnelle? Ça a pu être un avantage, mais en fait, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé des anecdotes où, rétrospectivement, j'ai su que j'ai été prise parce que j'étais jolie. En fait, un jour, j'ai postulé et quand je prends le poste, les collègues me disent le jour où t'es sorti, le patron est venu dans le bureau et a dit vous avez vu, elle est jolie, hein, je la prends. Donc c'était à l'instant T un avantage parce que ça m'a permis d'avoir le job. Mais je peux te dire que quand je l'ai appris, j'étais furieuse. Et 2, je me suis dit ah oui, donc mon CV en fait t'en as rien à faire. Et du coup, j'ai eu énormément de temps à prendre ma légitimité par rapport au fait que je viens te proposer mes compétences, mon savoir-faire, mais le fait que je parle 3 langues, c'est ça dont on parle. C'est pas, c'est pas ma beauté, c'est pas ma personne, c'est qu'est-ce que je vais apporter à l'entreprise. Et ça m'est arrivé 2 fois. 2 fois où aussi j'ai pris le job et j'ai compris qu'en fait le mec c'était un dragueur né et qu'en fait il était très content de voir une jeune femme débutante dans son service. Et je m'en suis voulu longtemps d'avoir accepté ce job parce que je me suis dit que j'étais pas. Tu sais, après, à un moment, il faut bien bouffer. C'est clair. Voilà, donc tu peux pas non plus te dire, ok, je fais péter le système et après je mange. Voilà, je fais péter le système moi toute seule. Non, je refuse. J'ai eu des avances pour. J'ai bien compris que ce n'était pas mon CV qui t'intéressait. Voilà, donc à un moment, il faut bien manger. Et je m'en suis énormément voulu parce que après, une fois avoir intégré la structure, j'ai compris en fait que j'étais pas la seule dans cette situation, que du coup on était toutes passées par là, et que je me suis dit ok, donc en fait on est prise parce qu'on est des femmes et parce que c'est un mec à la direction. Et en fait, quand tu te rends compte de ça, ça aussi, ça te fait douter. Tu dis donc en fait mes compétences elles valent quoi? Je suis prise que parce que physiquement je lui plais. Et je vais même pas dire jolie, parce que dans le sens où
c'est son goût à lui. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai entendu de façon récurrente plus tard, à savoir, ah bah celle-là, elle a été prise parce qu'elle était belle. Et ça me débecte. Parce que du coup, ça montre bien que, en gros, il y a encore du chemin. Je me souviens en te disant ça, je me souviens d'un jour où on passe des soutenances, et je sais très bien qu'en fait, je suis là, en opposition, mais en faire valoir. Et là, moi, en fait, dans ces moments-là, je me défonce. Parce que j'ai envie de dire, je suis pas là pour faire ton faire valoir. Alors, avec le recul que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme qui entrerait sur le marché du travail aujourd'hui ? Je dirais que si elle le sent pas, faut pas se forcer. Ouais, l'intuition, c'est une bonne chose. Si à un moment on dit je le sens pas, c'est qu'il y a une raison. Donc ça, de s'entourer de collègues, ou d'avoir des collègues, ou même des personnes extérieures sur qui on peut avoir confiance, qui savent les compétences, les qualités, et qui sauront faire la part des choses entre, effectivement, là c'était une situation délicate où il y aurait pu se passer ci ou ça, ou non, là c'est le système, c'est l'entreprise, c'est la situation qui font que c'était pas une belle chose, enfin il s'est pas passé un truc bien. Je dirais de s'éclater, en fait. Le monde du travail est difficile, à un moment il faut faire des concessions, mais si dans le job il y a plus de moments difficiles que de moments où on s'éclate, faut pas hésiter à vouloir changer, ou à vouloir aller essayer ailleurs, un autre job, un autre endroit, parce que souvent c'est ça, c'est oui, mais si je quitte, qu'est-ce que je vais trouver de mieux, etc. J'aurais pas dû partir, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Non. Si t'es parti, c'est que tu devais. Maintenant, fais des rendez-vous. Oui, c'est ça, il faut oser. Faut oser aller faire des rendez-vous, faut aller voir les recruteurs, faut parler de soi, faut rencontrer des gens. Le pouvoir du réseau est extraordinaire, même si on s'en rend pas compte tout de suite, parce que c'est vraiment un travail de toute une carrière, de toute une vie professionnelle, de se faire un réseau. Ce que je comprenais difficilement au début, tu sais, quand on te dit oui, il faut se faire un réseau, c'est difficile parce qu'on s'attend en fait à ce que une rencontre provoque immédiatement quelque chose. En plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est hyper bien parce que tu peux garder contact plus facilement, je trouve, que quand il y avait que les téléphones et les téléphones pour s'appeler. Et oui, de se faire un réseau, d'avoir des rencontres, même si sur le moment ça n'apporte, c'est juste une belle rencontre, c'est sur la durée que ça peut déboucher vers de très belles choses. J'aimerais qu'on revienne sur ton livre, La Vénus se rebelle, qui est sorti il y a 2 mois, hein, c'est ça, je me trompe pas, il est bien sorti. Tout à fait, c'était le 11 mai. Le 11 mai. Donc tu as des réactions, il y a des lecteurs, tu en publies certaines d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Oui. Quelle est la réaction qui t'a le plus surprise ? Celle qui me disait, d'ailleurs tu as eu ces mots aussi, j'assiste à la naissance d'une écrivaine qui m'a énormément touchée et fait gagner confiance aussi, parce que c'est dans l'échange. Enfin, à la fois la confiance, on peut la gagner avec les personnes bienveillantes et avec ceux qui mettent des claques, mais je trouve qu'elle est encore plus elle est plus forte quand c'est dit comme ça, c'est-à-dire que le style et la qualité de l'écriture ont été des vraies questions quand j'ai démarré ce projet. À part des mails, des PowerPoint, donc beaucoup de bullet points et de concepts. Moi, ça fait 10 ans que je travaille sur des PowerPoint et des bullet points et des concepts. Et à part des emails, ça faisait bien longtemps que j'avais plus écrit. Enfin, je veux dire, mes dissertations, elles remontaient à
à longtemps déjà. Et c'était quelque chose que j'appréhendais énormément et que j'attendais de voir avec les éditeurs. Raconter une histoire, c'est une chose. Le témoignage, c'en est une autre. Mais qu'on me dise aujourd'hui, après avoir lu ce livre, que c'est bien écrit, j'y croyais. Enfin, j'espérais, avec ce que j'ai travaillé, le temps que j'y ai passé, arriver à ce résultat. Mais j'y croyais pas, dans le sens où j'ai dit je fais le mieux que je peux. Je fais le mieux que je peux. Et, et le mieux que je peux, et aujourd'hui on me dit c'est bien écrit. Et ça, c'est hyper gratifiant. Et ça t'encourage pour la suite, ce qui fait une belle transition sur tes projets. Donc tu nous disais en introduction que tu étais artiste maintenant et que tu étais dans des projets artistiques et que tu te destinais à monter une activité de, alors je ne sais pas si c'est du conseil en créativité, mais j'aimerais que tu nous expliques un peu ce que tu as dans les tuyaux. Eh bien, justement, de travailler à l'écriture de ce livre, quand je l'ai terminé, je me suis dit, oh, et maintenant, je fais quoi? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant? Et le vide a été extrêmement fertile parce que du coup, je me suis dit, mais j'ai expérimenté une forme de créativité ultime, c'est-à-dire pour moi vraiment une création, c'est-à-dire la page blanche se transforme en une œuvre totale. Et je me suis vraiment confrontée à le processus de la créativité. On démarre, les doutes, la confrontation avec l'extérieur, la page blanche, tous ces moments-là. Et en fait, j'ai fait le parallèle avec ma vie en entreprise auparavant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a énormément de personnes que j'ai côtoyées qui me disaient mais moi je suis pas créatif. On me demande aujourd'hui de plus en plus euh, d'être créatif. Là, il y a en plus crise Covid, réagir, créatif. Non mais là on est en plein, il y a un changement majeur, il faut aller vite, il faut des idées. Et je me suis dit ouais mais en fait ça fait des années que à coup de processus et de les idées c'est certaines personnes qui les ont et vous exécutez. Les gens ont perdu en fait la l'envie et la capacité à écouter leurs idées. Et quand je travaillais à l'écriture de ce livre, je me suis dit, mais si on m'avait dit ça, si j'avais vécu ça quand j'étais en entreprise, mais j'aurais eu des idées, mais j'aurais fait des trucs, j'aurais osé faire des choses et essayer euh, des idées que j'avais, et ça aurait été tellement génial. Et du coup, je me suis dit, mais je vais le faire. Je vais transmettre mon expérimentation et ce que j'en ai tiré. Je vais conceptualiser, je vais faire ma consultante. Je vais conceptualiser mon expérience que j'ai vécue et je vais le transposer en entreprise. Et parce que finalement aujourd'hui, je suis convaincue d'une chose, c'est que il y a énormément de choses qu'on est en train d'automatiser aujourd'hui et qui vont continuer de bouleverser le monde de l'entreprise parce que les machines vont être capables de faire ça. Sauf que la créativité et le monde de l'idée, le monde de la nouvelle idée, qu'est-ce qu'une bonne idée, qu'est-ce qu'une mauvaise idée, etc. Tu donnes 3 éléments à 10 personnes différentes, tu leur demandes de faire quelque chose avec, tu auras 10 résultats différents. Et ça, aujourd'hui, aucun IA ne sera capable d'apprendre ça. Parce que c'est la beauté de la chose. Et aujourd'hui, on demande aux gens d'être créatifs parce que justement, c'est de plus en plus ce qui nous reste propre de l'être humain qu'on ne pourra pas automatiser. Donc plus que jamais, aujourd'hui, il faut qu'on réapprenne le côté créateur qui est en nous et de se dire que on a sans cesse des idées et ensuite on va voir si elles sont bonnes ou pas bonnes et ensuite on va voir ce qu'on en fait et pour que quand je côtoie des gens dans le monde de l'entreprise que je n'entende plus jamais, je suis pas créatif. Oh si, tu l'es. Mais il y a plein de choses qui nous ont déconnectés de cette créativité
notamment en entreprise et dans le fait qu'on ait voulu transposer du Fordisme dans le monde des services et qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu plus complexe que ça, beaucoup moins binaire et facile, et que du coup, aujourd'hui, on a besoin de se reconnecter à cette adaptabilité, cette flexibilité des idées. Ça fait combien de temps que j'entends qu'il faut qu'on sorte du cadre? Voilà, je me suis trouvé cette nouvelle mission de développer la créativité et le fait de développer les idées en entreprise pour les personnes qui se sentent justement aujourd'hui absolument pas créatifs et à qui on dit mais si, sois créatif, trouve-moi une idée. Et l'écriture, tu as envie de continuer? Oui, enfin, ça m'apporte. Déjà, ça nourrit aussi mon activité de libération de la créativité pour l'entreprise. Ça continue de m'inspirer. Je travaille à un second projet. Et voilà, au quotidien, j'écris, j'écoute les bons mots, les bonnes blagues qui me viennent quand elles arrivent, je les note, je ne me déplace plus sans mon carnet. Bon, on se déplace plus trop aujourd'hui. D'ailleurs. J'ai toujours un carnet et un stylo à proximité. Toujours prête à avoir... voilà, j'ai 1000 idées à l'heure et je les note toutes. Et ensuite, même si toutes ne naissent pas, elles sont toutes posées et je pourrais toujours y revenir. Donc oui, l'écriture a vraiment une place prépondérante aujourd'hui. Est-ce qu'il y a autre chose que cette conversation t'inspire et qu'on n'aurait pas évoqué? Peut-être de me dire que on parle leçon de victoire et de réussite. Je dirais que chacune a la sienne. C'est-à-dire que la réussite, elle est différente pour chacune et qu'il n'y a pas un modèle de réussite. Il y a celui qui nous convient et que on peut changer. On peut avoir envie de plein de choses différentes à différents moments. Pendant 10 ans, 15 ans, 25 ans, 30 ans, on peut avoir envie de devenir DG et puis peut-être que finalement, au bout d'un moment, on n'a plus envie de devenir DG. Et c'est pas grave. C'est normal. Que les envies évoluent, que la définition de réussite évolue en fonction des moments de vie, des rencontres, des opportunités, et que c'est difficile à entendre, mais que des opportunités professionnelles, même en temps de crise, il y a plein de jobs, il y a plein de boîtes, il y a des opportunités et un potentiel de métiers très différents et que il faut explorer en fait, que c'est possible et que la réussite, elle est celle qu'on a envie. Si on a envie de faire péter le plafond de verre et qu'on casse les dents et qu'on a quand même envie de continuer, c'est formidable. Mais que la réussite, ça peut être aussi juste trouver un métier où on se sent bien et puis faire 15 ans le même et c'est très bien aussi. Donc accepter que chacune ait sa définition de la réussite professionnelle. Quand moi j'ai longtemps cru qu'elle passerait par le salaire qui va bien, le grade et le statut qui va bien, ça peut, et ça peut être aussi autre chose. Donc comme on parle de réussite et de victoire, je pense que j'avais envie de dire ça, qu'il y a plein de modèles qui existent. Et ta définition aujourd'hui alors? Ta définition de la réussite aujourd'hui, ça serait quoi? Déjà, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que c'est un peu comme le bonheur, tu sais, c'est un parcours, c'est un parcours un ensemble de choses. C'est un processus, c'est un ensemble de choses, d'éléments, de situations. Et je dirais que la réussite, elle est propre à chacune. Enfin, c'est terrible parce que là, je me dis, si par exemple, un jour, tu te dis, un jour, dans 4 ans, mon objectif, c'est de faire ça, et que tu l'as pas réussi, est-ce que tu n'as pas fait cet objectif? Est-ce que ça veut dire que tu as raté pour autant? Je crois pas. En fait, c'est par une négative que j'ai envie de te la définir. C'est un processus qui peut être plus long que ce qu'on avait prévu ou pas, mais tant qu'on est en accord avec soi
sur le chemin, c'est réussir. Merci beaucoup Aurélie pour ton temps ce matin. Et je souhaite une bonne route à la Vénus rebelle et un bon démarrage à la survoltée. J'adore le nom. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer pour vous. Leçon de victoire est proposé par Human Learning Expedition, ou HLX, qui a également produit Talents précieux, le podcast de la réussitologie. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, humanlx.com, ou suivez-nous sur LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et d'en parler autour de vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.